Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neuro et Éducation. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'apprentissage de la lecture. Je vais d'abord vous partager mon expérience en tant que professeur des écoles. Surtout vous parler de ma première année au CP et des méthodologies que j'ai utilisées et qui ont super bien fonctionné avec mes élèves et que j'ai d'ailleurs continué à utiliser. Ensuite, je vais vous donner des tips, surtout pour les parents, pour commencer l'apprentissage de la lecture tout doucement dès l'âge de 3 ans, pour que vos enfants puissent maîtriser la lecture au CP et, une fois entrés en CE1, qu'ils puissent se consacrer à la grammaire, à l'orthographe, etc. Bonne écoute! Alors, quand j'ai commencé à enseigner en classe de CP, j'étais tellement motivée à répondre aux besoins de chaque enfant que j'ai décidé de combiner plusieurs méthodes d'apprentissage. Après tout, chaque enfant est unique et il est important de varier les approches pour maximiser leur compréhension. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces méthodes en y ajoutant des éléments scientifiques qui expliquent pourquoi elles fonctionnent si bien. La première méthode que j'ai utilisée au CP est celle des alphas. Alors les alphas, je l'ai utilisé parce qu'en fait, la majorité des professeurs de grande section l'utilisaient déjà dans mon école. C'est une méthode très visuelle qui associe des personnages à chaque son de la langue. Par exemple, Monsieur A, il fait ha ha ha. L'idée derrière cette méthode est de rendre l'apprentissage plus concret pour les enfants en associant un personnage à chaque son. Cette association favorise la mémoire auditive et visuelle et permet aux enfants de mémoriser les sons de manière plus ludique. Mais ce n'est pas tout. L'un des points forts des alphas, c'est l'aspect kinesthésique. Donc en plus de voir et d'entendre les sons, les enfants vont aussi les exprimer à travers le toucher. Cette méthode s'appuie sur ce qu'on appelle la mémoire corporelle, car les enfants apprennent en touchant ces personnages, en jouant avec, en les associant, créant des mots, etc. Et ça renforce la mémorisation. En parallèle des alphas, j'ai aussi utilisé la méthode des gestes Borel-Mesoni, qui consiste à associer des gestes spécifiques à chaque son. Par exemple, le son M pourrait être accompagné d'un geste comme toucher les lèvres, symbolisant le fait que ce son se fait avec les lèvres. Chaque son est accompagné d'un mouvement précis et cela permet de renforcer encore la mémorisation du son grâce à la mémoire kinesthésique. Cette méthode repose sur l'idée que le corps joue un rôle clé dans l'apprentissage des sons. Lorsque l'enfant associe un son à un geste, cela active plusieurs zones du cerveau et lui permet de retenir plus facilement. En neurosciences, cela est souvent expliqué par la théorie de l'apprentissage multimodal. Plus on utilise de sens, vue, ouïe, toucher, mouvement, plus l'apprentissage devient efficace. L'idée de Borel-Mesoni est aussi que ces gestes aident à l'automatisation des sons. Au fur et à mesure que l'enfant pratique ces gestes et les associe au son, il les reconnaît de manière automatique, facilitant ainsi l'apprentissage de la lecture. Une autre méthode que j'ai utilisée est la méthode piano, qui était le guide pédagogique lecture qu'on a utilisé durant toute l'année. Dans cette approche, chaque son est associé à une couleur et chaque lettre à une touche d'un piano en papier. L'enfant va toucher chaque lettre du piano en émettant le son correspondant. Par exemple, en touchant la touche correspondant au A, l'enfant prononce le son A. La méthode piano combine plusieurs modalités. La mémoire visuelle parce qu'on a les couleurs, la mémoire auditive parce qu'il y a le son des lettres et la mémoire kinesthésique, donc le mouvement du doigt. Ce travail sur les différentes mémoires permet de renforcer les connexions neuronales et d'intégrer plus facilement les sons.
Les neurosciences nous apprennent que l'utilisation de divers canaux sensoriels dans l'apprentissage permet une meilleure rétention, comme je l'ai dit précédemment. Un article de l'Université de Californie montre que l'implication du corps dans le processus d'apprentissage augmente l'engagement et la consolidation des savoirs. C'est un peu comme si chaque sens donnait une couche supplémentaire à l'apprentissage, ce qui le rend plus solide. En plus de toutes ces méthodologies, il y a un aspect qui est fondamental que j'ai mis en place, c'est la récurrence. La lecture est un apprentissage qui demande de la constance et de la pratique. En classe, nous avons lu tous les jours, en commençant par les sons, puis les syllabes simples, puis les mots et les phrases. Chaque jour, je leur donnais un petit exercice de lecture à faire à la maison, parfois même juste lire quelques syllabes à haute voix. Les recherches en neurosciences confirment l'importance de la répétition. Une étude du National Institute for Literacy montre que la fluence en lecture, c'est-à-dire la capacité à lire rapidement et de façon fluide, est liée à la pratique régulière. Cela permet aussi de mieux comprendre le texte. Dans ma classe, à partir du moment où les enfants ont commencé à bien lire, c'est-à-dire à partir de janvier, on a commencé à chronométrer les lectures, donc à travailler la fluidité, à travailler la fluence. L'objectif était qu'à la fin de l'année, ils soient non seulement capables de lire des mots, mais aussi de lire rapidement sans se tromper. Cela leur permettait d'aborder les matières de CE1 avec une bonne base, parce qu'en CE1, on passe à la grammaire et à l'orthographe, à la conjugaison. Donc pour pouvoir passer à toutes ces matières, il faut savoir lire et comprendre ce qu'on lit. Donc là, le CP est une classe très 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 importante. Pour consolider tout ça, je vais vous parler de ce qu'on peut faire à la maison pour nos enfants, pour qu'ils puissent lire de manière fluide. La première chose est de lire avec vos enfants. J'en ai parlé dans mon premier podcast sur le pouvoir de la lecture partagée. Cela peut paraître évident, mais c'est un des gestes les plus importants. La lecture partagée permet d'installer un goût de la lecture et de susciter la curiosité des enfants. C'est aussi l'occasion d'échanger avec eux sur l'histoire, les mots, les aider à comprendre le texte. Plusieurs études montrent que la lecture partagée renforce le vocabulaire des enfants et développe leur capacité à poser des questions et à comprendre le monde autour d'eux. Les enfants qui sont exposés à une lecture régulière ont une capacité de compréhension bien plus que développée. Je vous conseille aussi de choisir des livres adaptés à leur niveau et à leurs intérêts. J'en ai aussi parlé dans mon deuxième podcast sur le choix des lectures. Sachez qu'un livre qui les passionne les motivera bien plus qu'un autre. Et n'oubliez pas qu'au début, c'est très important, surtout à partir de l'âge de 3-4 ans. Le plus important n'est pas de connaître l'alphabet, mais bien de comprendre que chaque lettre fait un son. L'alphabet sert à rechercher dans le dictionnaire l'orthographe des mots. Donc c'est à partir du à peu près CE2 qu'on fait ça. Donc rien à voir avec la lecture. Pour que votre enfant puisse lire correctement, il doit connaître le son que font les lettres. Par exemple, le M, votre enfant doit savoir que le M se dit M. Parce que dans le processus de lecture, lorsqu'il va associer le M au A, il va pas dire M-A. Non, il va dire ma, ma. Donc le M, l'enfant doit le lire M. Donc apprendre l'alphabet par cœur ne sert à rien à cet âge-là. Après, s'ils apprennent en plus des sons, c'est très bien. Mais s'ils apprennent juste l'alphabet, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils apprennent le son que font les lettres. Le R, c'est R, c'est pas R. Parce que si on associe le R au I, il faut qu'ils soient capables de faire R, I, RI. Et pas se dire R-I, R-I, R-I. Non, l'enfant ne comprend pas. Il peut comprendre, mais c'est plus complexe. Si vous voulez qu'il ait une lecture fluide, vous pouvez commencer par ça, lui apprendre le nom des sons de chaque lettre.
Je vous conseille d'ailleurs les lettres magnétiques de Céline Alvarez. On a les consonnes qui sont en rouge, les voyelles en bleu et les sons complexes en vert et qui sont très bien faits. Une autre activité qui peut grandement aider à la lecture, c'est la musique. Quand un enfant apprend la musique, il développe des capacités auditives et une sensibilité au rythme et au son, ce qui est très bénéfique pour l'apprentissage de la lecture. Apprendre le solfège, jouer du piano ou même chanter les lettres peut aider à mieux décorer les sons et à les associer à des lettres. J'ai remarqué cela avec mon fils qui, après avoir commencé à apprendre la musique, a trouvé la lecture beaucoup plus facile. C'est un peu comme un entraînement du cerveau à écouter et reconnaître les sons de manière plus fine. Apprendre le solfège, par exemple, c'est comme apprendre une langue. Et quand on fait du piano, on apprend 2 clés de notes. Donc on va apprendre la clé de Fa et la clé de Sol. C'est comme si on apprenait 2 langues différentes. Donc ça aide vraiment à la lecture et même à l'apprentissage des langues. L'apprentissage de la lecture, c'est une aventure qui se construit petit à petit. En combinant différentes méthodes visuelles, kinesthésiques et auditives, on permet aux enfants de mieux comprendre les sons et de les associer aux lettres. En plus de cela, la répétition régulière et la lecture partagée à la maison sont des éléments essentiels pour accompagner les enfants dans ce processus. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous repartirez avec des outils et des idées pour accompagner vos enfants dans leur apprentissage de la lecture. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres parents ou enseignants. À bientôt pour un prochain podcast.